Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais parler du destin et du libre arbitre. Ce sont deux notions qui nous posent forcément question quand on se pose des questions métaphysiques et spirituelles. Du coup, à la lumière de mon petit schéma, où est-ce qu'on place le destin et comment on comprend le libre arbitre dans tout ça. L'idée, je propose, après, ce qui est important, c'est que chacun puisse se faire sa propre idée. Le corps là qui nous intéresse le plus par rapport à ces questions-là, ce serait le corps causal. Le corps causal, du coup, qui est un lieu qui correspondrait à un mental supérieur et qui en fait serait du coup en lien avec la notion de karma. On pourrait penser que c'est quelque chose qui est déterminant, mais je pense qu'il faut plutôt voir le karma comme une force, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a une force qu'il y a vraiment quelque chose de déterminant. Dans le sens où, imaginez que vous faites du vélo, vous mettez un coup de pédale, bah, ça crée du karma qui vous fait avancer. C'est une métaphore, hein, mais elle est intéressante. Et donc, parce que vous avez mis un coup de pédale, vous allez vers l'avant. Action-réaction, cause-effet. Le karma, c'est un peu la causalité. Parce que vous avez mis un coup de pédale, vous allez vers l'avant. Ok, c'est votre karma à l'instant présent. Mais c'est pas parce que vous avez mis un coup de pédale et que vous allez vers l'avant que ça va durer toujours. Parce que si vous arrêtez de pédaler, vous allez continuer à avancer jusqu'à ce que le vélo s'arrête. Bien sûr, en fonction de la pente de la route dans notre métaphore. Mais à un moment donné, ce karma est dissipé. D'accord ? Si vous ne mettez pas un deuxième coup de pédale. Et c'est pas parce que vous avez mis un coup de pédale que vous pouvez pas freiner. Ça arrive aussi. On commence à avancer. Ah non, finalement, hop, on freine. Vous voyez ? Donc, de ce point de vue-là, le karma, c'est une tendance évidente. Et donc, c'est une force qui, quelque part, nous prédestine. Mais le libre arbitre fait que, de toute manière, dans nos vies, à tous les moments, si je reprends cette métaphore du vélo, à tout moment, on peut soit arrêter de donner des coups de pédale, soit carrément freiner. Okay ? Donc, c'est déterminant, oui et non. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, je recommence du début, hein, juste pour que ce soit clair conceptuellement. Tout en haut, on a le divin. Le divin est universel, donc non individualisé. C'est-à-dire qu'au niveau du divin, il n'y a pas d'individu. C'est-à-dire que la personne qui fait l'expérience du divin, elle perd conscience d'elle-même le temps de son expérience avec le divin. D'accord ? C'est une fusion totale avec l'univers tout entier. C'est comme un gros bain d'amour universel. D'accord ? Ça, c'est l'expérience divine par excellence. Ensuite, la puissance divine s'individualise sous forme d'âme. On appelle ça une âme. Une âme, c'est une partie du divin individualisée. À partir du moment où on est individualisé, où il y a une étincelle de divin, en fait, cette étincelle divine, qui est l'âme, elle possède toutes les qualités du divin, mais dans une individualité. D'accord ? Et cette âme va se revêtir dans son mouvement de descente vers la matière. Dans ce mouvement de descente vers la matière, cette âme va se revêtir d'un corps mental. Mais du coup, le corps mental, c'est subtil, comme je disais, c'est un peu à cheval entre les sphères du haut et les sphères du bas. Parce qu'il y a le mental inférieur et le mental supérieur. Donc, on va dire, va se revêtir d'un mental supérieur dont je ne saurais donner
précisément la substance ni la teneur, mais bref, on peut imaginer qu'il y a ce mental supérieur et du coup ces décisions karmiques qui sont prises là, à savoir une âme qui se prédestine à vivre tel ou tel type d'expérience, c'est pas précis mais c'est un type d'expérience, c'est du karma. Le mental inférieur, en fait, un corps mental, un corps astral. Donc le corps mental inférieur, du coup, c'est là que, grâce à ce corps mental qui appartient déjà à la personnalité, on va pouvoir interagir avec le monde matériel. Donc on va pouvoir avoir conscience du temps, de l'espace, tout ça c'est grâce à notre corps mental aussi. Notre capacité à penser, notre capacité à conceptualiser, hein, tout ça c'est inscrit là dans ce corps mental. Un corps astral, comme des vêtements, hein, l'âme nue, hein, comme Adam et Ève au jardin d'Éden. L'âme nue se revêtit d'un corps mental, puis d'un corps astral, puis d'un corps physique. Okay, dans ce mouvement de descente là. Et donc, au moment de sa descente, donc au moment de la fabrication des différents corps de la sphère mentale, il y a ce passage où il y a une construction de karma, ce qui fait qu'on n'est pas une page blanche à la naissance, qu'on a certaines aspirations, qu'on a certaines tendances, comme des coups de pédale qui auraient été mis en amont, hein, de notre naissance. Et puis, il y a tout un corps émotionnel, et ça, du coup, c'est ce que nous raconte notre thème astrologique, notre thème astral. Il nous raconte les composantes de notre corps astral. Et puis, parce que du coup, ça présuppose que d'un point de vue de l'âme, on a choisi le moment de notre naissance, plus ou moins. Et donc, on a choisi la configuration des astres au moment de notre naissance. Mais, bien sûr, ça nécessite aussi d'élever ces considérations dans le sens où c'est pas la planète en elle-même qui nous donne la force, mais le corps astral de la planète, ou la symbolique. Enfin bref, c'est pas évident, hein, je sais bien, même c'est même pas évident non plus pour moi. Mais on parle bien de corps astral, on est au-delà de la physicalité. Donc du coup, ce sont des forces signifiantes, hein, qui animent notre esprit. Les 12 signes du zodiaque, les constellations et les planètes sont des objets parce qu'elles ont un corps physique qu'on peut observer dans la physicalité, mais surtout, avant d'être des objets physiques composantes de l'univers qu'on peut observer physiquement, ce sont des forces signifiantes au niveau psychique. Et c'est ça qui nous intéresse dans le thème astral. Hein, c'est pas de savoir de comment est faite la planète physique. Voyez, c'est juste pour pas qu'il y ait trop de confusion entre astrologie et astronomie. Les règles qui régissent le corps astral sont vraiment différentes de la physique et de ce qu'on peut observer physiquement avec une lunette astronomique pour voir la position des planètes et tout ça. Je pense que c'est deux choses qu'on ne doit pas considérer de la même manière. Revenons à nos moutons. On a une âme qui se prédestine plus ou moins à vivre certains types d'expériences, donc là c'est un peu la construction du destin, hein, c'est une notion de destinée, avec le karma, le corps mental et le corps astral qui vont justement être en accord avec ce karma. Et donc on va avoir un certain type de construction mentale et un certain type d'émotivité qui va être au service de ce karma qui est prédestiné. Savoir que c'est pas prédestiné de manière très précise, genre il va t'arriver telle chose à tel âge, tout ça. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Mais par contre, on aura des aspirations. C'est ce qui fait que même dans un monde
comme celui d'aujourd'hui, si on n'avait pas de karma, on serait tous médecins ou avocats, quoi, puisque c'est ce que nous dit la société. Enfin, peut-être un peu moins comme ça aujourd'hui, mais c'est un peu moins cliché que ça aujourd'hui, mais vous voyez, je veux dire, si on n'avait pas de karma, si on n'avait pas de tendance, ben, on serait juste motivé par les conventions sociales. Et tout le monde serait dans le rang de la convention sociale. Puisqu'il n'y aurait que ça comme force signifiante pour nous. Ce qui n'est pas le cas, on peut bien le voir. Donc, si vous prenez deux enfants qui sont nés dans la même famille, avec les mêmes parents, éduqués de la même manière, ils sont très différents. Parce que on n'est pas des pages blanches à la naissance. Il n'y a qu'à regarder, c'est évident. Et donc ça pourrait s'expliquer par le karma et par du coup le destin. Mais pour un peu mieux comprendre d'abord, pour un peu mieux comprendre cette histoire de destin, regardons ça en étudiant un petit peu l'astrologie. Je vais essayer d'aller vite, de faire juste un exemple. Imaginez par exemple que ça va être un petit peu grossier dans les grandes lignes. Je ferai plus tard des vidéos peut-être juste sur l'astrologie pour les personnes que ça pourrait intéresser. Là, je vais être assez rapide et du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais imaginez par exemple l'énergie du bélier et l'énergie de la balance. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Le printemps, 21 mars, c'est le premier temps, le début. Et la balance en face, qui est... ça fait un axe en fait. Vous savez, il y a 12 signes du zodiaque et donc il y a 6 axes. Imaginons que dans votre thème astral, vous avez beaucoup de planètes dans le bélier et dans la balance. Et donc vous avez un axe qui se dessine. Et cet axe bélier-balance nous pose la question suivante. Bélier, est-ce que je fais confiance à mes intuitions, mes fulgurances, mes aspirations personnelles qui font que du coup, tel un bélier, je fonce tout droit parce que je suis intègre avec mes envies personnelles? Ou est-ce que, balance, je suis tout en compromis pour essayer d'avoir une relation harmonieuse avec l'autre? Question ouverte. Dois-je m'écouter moi? Dois-je faire des compromis pour vivre harmonieusement avec l'autre? C'est pas simple comme question. Non, c'est un axe. C'est un axe entre deux archétypes de l'esprit humain. Et c'est une question philosophique. À des moments, je dois me faire confiance, à des moments, je dois m'écouter que moi. À des moments, il est très judicieux que je me penche un petit peu sur mon entourage, et que je fasse des compromis pour avoir une relation harmonieuse avec mon entourage. Bien sûr que c'est un petit peu des deux. Et c'est d'ailleurs tout le but du zodiaque, c'est de s'équilibrer à travers toutes ces forces. Parce que si on arrive à être équilibré dans toutes ces dimensions, avec ces 12 archétypes, et à rester et à être au centre, alors on peut sortir de la roue des existences, la roue de l'existence. Mais, bref, vous voyez un petit peu, et du coup, si j'ai pris le temps de développer grossièrement cet exemple, c'est pour essayer de vous faire sentir ce que moi j'appellerais le destin. Éventuellement, le destin, ça peut être, selon les personnes, de vivre des expériences qui nous fassent bouger le curseur entre ces deux forces, par exemple, signifiantes, bélier-balance. Et puis, à force de passer de l'un à l'autre, de se faire confiance, de finalement me mettre complètement en retrait pour m'effacer et avoir une relation harmonieuse, ou toujours chercher une relation harmonieuse et ne pas y arriver parce qu'au final j'en fais qu'à ma tête, ou enfin bref, vous voyez. Ça après, chacun sa vie, mais des fois on est ballotté sur ces choses-là, ces choses qui sont finalement, on est tous confrontés à ces 12 archétypes qui sont bien représentés sur le zodiaque astrologique. Et c'est intéressant de les comprendre pour justement vivre sa vie et équilibrer ses forces,
puisque c'est ça finalement, faire son chemin et rencontrer son destin, c'est faire ces expériences vers lesquelles on est appelé par justement le karma, en fait, si on en croit à cette théorie, qui lui décide du moment de notre naissance et donc de notre thème astral, et donc des forces signifiantes qui vont nous habiter et qui vont nous faire entrer en mouvement et nous faire avoir des expériences dans la matière pour justement que la conscience puisse évoluer, hein, sur ces axes. Voilà. Et donc ça, ce serait le destin, hein, de mon point de vue. Donc c'est quelque chose de plus ou moins déterminé du coup, hein, plus ou moins déterminé. Mais pour moi, ça n'entrave pas le libre arbitre, parce que même si on a des forces signifiantes qui nous poussent dans certaines situations à vivre certains types d'expériences, on est toujours libre à l'instant T, dans le présent, on est toujours libre de faire les choix qu'on veut et de vivre cette expérience comme on veut ou comme on peut. Il n'y a rien qui entrave notre liberté de faire ou de ne pas faire, ou de changer, ou bref. Vous voyez. Et d'ailleurs, une fois que la conscience est à l'aise, hein, dans toutes ces dimensions, elle est complètement libre. C'est là que j'ai maintenant un pont assez intéressant sur la notion de libre arbitre. Le libre arbitre, dedans il y a libre et il y a arbitre. Donc ça pose la question de la liberté et la question de l'arbitrage. Donc qui dit arbitrage dit recul. Donc déjà, si je veux faire preuve de libre arbitre, il faut que je sache m'extraire en fait. Puisque, imaginez un match de foot, l'arbitre, il joue pas la partie. Ça peut pas être un joueur qui est l'arbitre. Non, obligé d'être un peu en dehors pour pouvoir arbitrer. Donc c'est pour ça que finalement, toutes les techniques de méditation sont des techniques pour acquérir un peu le libre arbitre. Parce que ce sont des techniques qui vont nous permettre de créer un observateur sur nous-mêmes, d'observer ses pensées, d'observer ses urgences, d'observer tout ce qui nous anime. Donc en fait, de se poser un peu en observateur, c'est une manière de prendre du recul et de devenir un peu arbitre. D'accord? Ça, c'est important. Pas de libre arbitre sans arbitre. Et pas d'arbitre si on est scotché dans l'expérience. Tête dans le guidon, il n'y a pas d'arbitrage. On est à fond dans l'expérience, on n'a aucun recul sur ce qu'on fait, sur comment on le fait, non, on est dedans à fond. Des fois, c'est très bien, mais justement, on ne peut pas parler de libre arbitre si on a juste la tête dans le guidon. Ensuite, la liberté, en fait, du coup, ça pose la question de est-ce que j'agis ou est-ce que je réagis. Ça, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes. Êtes-vous acteur de votre vie ou êtes-vous réacteur de votre vie? Est-ce que vous êtes un réacteur? Voilà. C'est la question qu'on devrait se poser en fait à chaque fois avant d'agir. C'est pour ça qu'on dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Pour être sûr de ne pas être un réacteur. C'est pas mal. C'est long cette fois tourner sa langue dans sa bouche, mais ça permet en fait de poser un petit peu la réaction, que la réaction passe. Vous savez, pour éviter d'être dans le oui mais attends, mais tu veux pas dire ça, mais on réagit. Oh non, c'est pas possible. Pour être sûr qu'on ne réagit pas, en fait, il faut d'abord observer notre réaction. Donc il y a l'arbitrage, l'observation, laisser la réaction passer. Une fois que la réaction est passée, là, peut-être qu'on peut décider d'une action. Et donc, pour que la réaction passe, il faut absolument que ces forces qui nous animent, ces forces de vie signifiantes, qui sont symbolisées par les aspects rouges dans notre thème astral, ces forces qui nous mettent en action, il faut qu'on arrive à les poser. Donc là, ça remet encore une fois le travail d'introspection et de méditation au centre de notre travail en fait. Puisque en fait on commence à se rendre compte qu'on ne pourra avoir de libre arbitre que lorsqu'on aura dépassé ce stade d'être toujours en réaction face à tous les stimuli, face à ce que la vie nous propose en fait. Et tant qu'on ne fait pas ça,
et bien en fait on est des réacteurs, on n'est pas des acteurs, et donc on n'a aucun libre arbitre. Parce qu'on n'est pas libre, en fait, on réagit. Si on réagit, en fait, on n'est pas libre de son action. C'est compulsif, c'est du karma. Et c'est souvent qu'on n'a pas réussi à contacter la profondeur de nos aspirations, de nos besoins. Et on n'a pas assez contacté assez de profondeur aussi dans notre système de pensée pour se rendre compte que tout a sa place, que tout a un sens, et que le monde extérieur est un reflet de notre intériorité. Et donc il faut s'occuper en fait des réactions qui sont en nous, plutôt que de s'occuper à modifier l'extérieur en pensant que si l'extérieur est plaisant, l'intérieur sera plaisant. C'est l'inverse en fait. Il faut que l'intérieur soit plaisant et l'extérieur deviendra plaisant. Donc, connais-toi toi-même. C'est toujours autour de ça qu'on tourne. Connais-toi toi-même, donc observe tes propres réactions et acquiert ton libre arbitre en pacifiant tout ça. Et en fait, en faisant ça, on marche vers son destin. Parce que du coup, on se rend compte de qui on est. On se rend compte en fait des forces qui nous animent. Et donc, on se rend compte de notre karma. Donc, on chevauche notre destin. Vous voyez? Et donc, du coup, la notion de libre arbitre et de karma et de destinée sont intimement liées. Et en fait, on travaille les deux en même temps. Et quand on arrive vraiment à avoir un libre arbitre, et ben du coup, il n'y a plus rien à faire. On est libre, comme le vieux sage ou l'être éveillé qui est toujours extatique, en béatitude, en état d'amour sur la vie en général. Et du coup, nous, on regarde ça et ça nous paraît complètement dingue de s'extasier sur tout. Alors des fois on essaye de s'extasier sur tout en pensant que du coup ça va nous rapprocher de cet état, mais tant qu'on n'a pas l'état à l'intérieur, c'est un peu factice, quoi. C'est Luc Biget qui disait ça de manière très juste. Si vous avez eu une expérience d'éveil spirituel, vous vous extasierez sur tout un tas de petites choses, mais c'est pas parce que vous allez vous extasier sur les petites choses que vous allez avoir un extase mystique. Hein, des fois c'est un peu forcé là, mais là on en fait un peu des caisses. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique, oh là là, oh j'adore, je suis en état d'amour, mais c'est souvent pas... C'est souvent un peu fabriqué, quoi. L'idéal c'est que ce soit pas fabriqué, que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de l'intérieur, mais pour ça, bien sûr, il faut d'abord pacifier toutes nos réactions, tout notre émotionnel qui est un petit peu en chantier. Et, voilà. Et c'est à ça que sert la vie, à accomplir son destin justement, c'est-à-dire à se rendre compte de qui on est, à travailler sur qui on est et à faire évoluer notre conscience de la personnalité vers l'âme et de l'âme vers le divin. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider juste à être plus à l'aise avec ces notions qui sont un petit peu difficiles à saisir. Je vous dis merci pour votre écoute et à une prochaine fois.